On va commencer sur la première conférence, donc de la santé communautaire dans nos centres de santé. On accueille pour ça 3 centres de santé communautaire, dans l'ordre Lorient, Rennes et Brest. Donc sur Lorient, c'est le centre Stéthoscope, sur Rennes, c'est le centre du Blône, et sur Brest, c'est l'atelier à santé. Je sais pas, je vous laisse la parole directement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais sortir mon téléphone sur lequel j'ai mes petites notes, excusez-moi. Du coup, effectivement, on est venu à trois centres de santé aujourd'hui. Du coup, il y a Stéthoscope de Hennebon qui est parmi nous, et puis l'atelier en santé qui est de Plounéour-Ménez, pour préciser. Ça a des enjeux aussi sur l'aspect rural et urbain sur l'installation des centres de santé communautaires, du coup, et le centre de santé du Blône qui vient de Rennes. Euh, Peut-être vous dire juste en un mot que on a pensé l'intervention comme une introduction à des échanges futurs tout au long de la journée. Donc on a nos stands qui sont présents. Donc n'hésitez pas aussi à revenir nous voir à ce moment-là. Euh, et puis voilà. Pour les éléments un peu techniques, on a une heure en principe ensemble. Alors parmi les habitudes qu'il peut y avoir dans les centres de santé communautaires, il y a celle de proposer de partir un peu des gens, de partir de vous en l'occurrence ce matin peut-être, et on voulait vous demander pour vous, en un mot, la santé communautaire c'est quoi? Quand vous entendez santé communautaire, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui apparaissent, qu'il y a des associations d'idées? Et on voulait éventuellement capter ces petites associations d'idées. Est-ce que... Solidarité. Est-ce qu'il y a des citoyens, ça? Ouais. Groupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'idée sur la santé communautaire? Compétences, participation, c'est ça que j'ai entendu? Implication, pardon. Proximité, prévention. J'ai pas entendu. Pluridisciplinaire, carrément. Horizontal, ouais. Partage. Aller vers. Ça va, vous avez des représentations assez fines sur la santé communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Empowerment. Interculturalité. Non-jugement. Mixité. Ouais. Médiation. Alors, on expérimente l'écriture sur une grille, sur un grillage. Et en plus, je me mets devant, ce qui n'est pas du tout malin. Ouais, on arrive, hein, vous inquiétez pas, on va se présenter. C'est prévu. Est-ce qu'il y avait autre chose? Valeur, ouais. Oui, c'est ça. C'est la tentative en même temps, en direct, c'est de regrouper, de faire des petites catégories. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ramasser ou... Oui, on voit qu'il y a des choses qui touchent effectivement à l'organisation qu'on peut avoir en tant que structure, à notre implantation aussi sur un territoire avec de proximité. Et puis, pour qui, avec qui on a créé ces structures-là. Et puis, il y a des choses qui touchent plus à la pratique, à la posture qu'on peut avoir. Et je pense qu'on peut enchaîner du coup avec l'atelier en santé
qui va nous présenter un petit peu la première étape. Ça te va, Nicolas? Oui. Un peu la première étape, voire même les prémices de l'ouverture d'un centre de santé communautaire par la pratique du diagnostic communautaire. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, Gabriel Perrault, médecin généraliste et membre de l'atelier en santé. Donc on a un groupe de soignants et de personnes qui sont en train de monter un centre de santé communautaire à Ploné-en-Ménez. Et donc va bientôt se poser la question du diagnostic communautaire qu'on va vous présenter sous peu. Alors, je ne sais pas comment l'orienter. Un petit Larsen. Alors je vais vous tourner le dos, ça il n'y a pas de... On va faire comme ça. Et du coup, Mélanie, si tu veux te présenter. Et Mélanie Duclos, donc moi je suis sociologue et tout récemment psychologue. Et voilà, je fais partie de l'équipe de l'atelier en santé depuis presque 2 ans, je crois. C'est un peu gênant. Sinon, si je parle un peu fort, ça le fait aussi? Ça vous va? Là, ça a l'air de... Et donc, on est en train de monter le centre depuis 2019. Voilà, pour donner un ordre d'idée de temps, on est en milieu rural. Et je prends mes notes pour être fidèle aux citations. Les femmes n'ont pas de lieu pour se rencontrer. Les rencontres se font par catégorie générationnelle et ethnique. La souffrance physique peut être en lien avec une souffrance sociale. Du corps à la société, il ne faut pas s'arrêter à la maladie. Retraite signifie pour moi mise à l'écart. On a eu une utilité et on n'en a plus. On est obligé de passer par Internet pour toutes les demandes. C'est super destructeur et excluant. Donc là, on vient de vous faire quatre citations qui sont extraites de diagnostics communautaires de 2 centres de santé différents. Un centre de santé qui s'appelle le Village de Santé à Échirolles près de Grenoble et le centre de Sens qui est dans la région bordelaise. À l'atelier en santé, nous, on est en train de concevoir depuis un certain temps déjà notre diagnostic communautaire qui va commencer en septembre, comme le centre n'a pas encore ouvert à Plounéour-Ménez. Donc c'est une première étape, en fait. C'est une première étape avant l'ouverture du centre et qui a comme objectif majeur ce diagnostic communautaire de partir, comme on vient de le faire, en fait, de la parole des futurs patients, de la parole, en fait, des patients, de leur parole et de leur vécu particulier, de leur expérience et de leur rapport à la santé. La santé communautaire, comme on l'entend, on pourrait l'entendre notamment comme une santé qu'on produit en commun. Et ça demande, si on veut vraiment produire en commun de manière horizontale, là comme on vient de le voir, de travailler les hiérarchies classiques entre soignants et patients. Et le diagnostic communautaire a ce rôle-là, notamment ce rôle essentiel de partir de la parole et de l'expérience des habitants, des futurs patients, pour adapter le centre en fonction. Je vais continuer sans micro et vous me dites si jamais c'est gênant. C'est enregistré. Ah, pardon. Bon, bah, je continue avec le micro alors. Du coup, l'objectif du diagnostic communautaire est double. Ça va être dans un premier temps de créer une dynamique avec les habitants et habitantes de Plounéour-Ménez et les usagers de la zone finalement, en amont du centre, pour déjà voir quelles sont les personnes qui sont intéressées, qui peuvent s'impliquer, etc. Et en même temps de recueillir leurs besoins, leurs souhaits d'action autour de leur santé pour créer ensemble un projet de santé commun. Donc ça va passer par des outils issus de l'éducation populaire et de la recherche-action participative où on va aller et sur les lieux publics, des marchés, des événements sportifs, etc. pour aller faire comme l'animation qui est en ce moment vers nos stands sur les porteurs de parole. On va essayer via des écritures affichées, un peu comme ici, pour interpeller les personnes sur qu'est-ce que c'est la santé pour vous, aborder différentes thématiques qu'on prépare en amont. Puis aller plutôt vers des individualités, d'aller vers des personnes qui peuvent être isolées ou qui se sont manifestées sur les marchés par exemple, pour aller faire des entretiens semi-dirigés, où donc ça va être un peu plus long et de questionner un peu plus avec eux ce qu'est la santé pour eux, ce qu'ils attendent d'un centre de santé communautaire du coup,
trouver après un compromis entre les professionnels du centre et les habitants-habitantes et voir, selon les volontés, qui veut s'impliquer et à quel niveau, si c'est uniquement du consultatif, du participatif, etc. Et donc là, on va vous présenter un extrait d'un reportage du centre de santé de Échirolles à Grenoble, donc qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est disponible sur YouTube, il y a les liens, etc. Ça a été fait par les Dessous de la Santé, donc c'est des extraits des retours des habitants-habitantes sur ce diagnostic communautaire. On les a tout de suite rentrés dans la boucle, quoi. On a travaillé avec eux. Ils sont pas venus. Voilà, on est des docteurs. Non, ils ont vraiment fait les choses bien. Donc ils ont consulté les différentes associations du quartier. Et avant de créer la structure, ils sont restés dans le quartier. Ils ont tourné, ils se sont présentés. Et c'est vraiment quelque chose qui a été bien vu en fait. Le diagnostic communautaire, en fait, on l'a réfléchi avec une asso d'éducation populaire qui s'appelle Le Pavé, qui est de Bretagne, je crois, et l'Orage de Grenoble. En gros, c'est une série de questions qu'on a créées nous, collectivement, qu'on a portées chez les gens qu'on avait rencontrés. Donc effectivement, les médecins du coin, les infirmières du coin, les pharmaciens, les kinés, tous les gens qui faisaient du sanitaire sur le quartier. On a essayé au maximum de ne pas avoir d'attente, de vraiment aller en mode page blanche. Dites-nous qu'est-ce qui se passe sur le quartier, de quoi avez-vous besoin. Et nous, on verra de notre côté si c'est jouable de répondre à vos attentes. Quand il a fallu écouter le projet, on était là, on a écouté. Quand il a fallu orienter des habitants pour qu'ils puissent faire un premier diagnostic, on était là. Donc j'ai été témoin d'un vrai travail de terrain. C'est pas un projet qui est tombé du ciel. C'est un projet qui est né d'une participation, d'un diagnostic. Ils étaient présents pour se présenter et dès qu'il y a n'importe quoi qui se passe dans le quartier, ils sont toujours là pour participer. Ils sont venus chez nous pour nous poser des questions individuelles chez nous, dans notre intimité. Ça, c'était quelque chose déjà d'important, de voir qu'ils n'étaient pas venus juste dans leur intérêt, mais aussi qu'ils s'intéressaient réellement à nous. C'est un centre médical, mais c'est votre centre. Donc, participez à tout. Lorsqu'ils étaient en train de construire ici le centre de santé, pareil, ils nous ont demandé comment vous voyez, est-ce qu'on achète des canapés, on achète... Et moi, j'avais proposé justement des bancs comme ça. Et finalement, ça a été réalisé. Ça fait plaisir de dire que notre parole, elle compte. Donc voilà. Et si vous avez des questions, du coup, il y a le stand de l'atelier en santé là-bas, après, dans la journée, les questions-réponses à la fin. Puis maintenant, je vais passer la parole à l'équipe du Blône pour l'implication des habitants et habitantes. C'est ça ? Oui. Gestion collective, pardon. Oui, bonjour. Nous faisons partie du projet du centre de santé du Blône, du coup, à Rennes, quartier sud. Ah oui, je n'ai pas l'habitude de faire des micros. Et donc, on voulait vous parler un petit peu de la gestion de ces centres. Donc, nous travaillons avec une hiérarchie horizontale. Donc, ça nous paraissait évident, en fait, dans un centre comme ça, où on avait envie de prendre la parole des habitants en compte. On voulait aussi prendre la parole des travailleurs en compte. Et donc, on travaille, voilà, on fait des réunions qui sont un petit peu chronophages, mais on décide des actions à mener et des fonctionnements des structures et collectivement. Donc, ça nous permet de sortir un petit peu la tête du guidon quand on est sur les terrains, prendre un petit peu de la hauteur sur ce qu'on fait. Et puis aussi aux personnes qui sont dans les structures à penser un petit peu les côtés plus techniques, avoir un contact avec les habitants. Et donc ça fait voilà, une gestion très intéressante. Et après sur la gouvernance des structures, on est constitué en association. Et donc, on a un conseil d'administration et on propose aux patients, aux usagers de faire partie de ces conseils d'administration. Et donc, voilà, c'est très intéressant d'avoir ces niveaux de participation avec les habitants et les usagers du centre. Et ils sont aussi présents à d'autres niveaux. Donc,
Bonjour, je m'appelle Enitsela, je suis médiatrice en santé au centre de santé et ma collègue Anna Gonzalo, médecin généraliste au centre de santé. Du coup, on parle de participation des habitants et forcément on parle de la diagnostic communautaire qu'on a fait. L'ouverture du centre de santé s'est fait le 8 mars 2021, donc ça fait qu'on est une nouvelle structure avec une structure bébé de 2 ans. Du coup, on est en bas d'un tour au Blon, vraiment à côté du métro du Blon. Du coup, dès l'ouverture du centre de santé, on a mis en place des actions collectives. Ces actions collectives, ça visait les habitants et le patient du centre de santé pour forcément permettre un lieu de se retrouver, de parler de santé, mais pas que ça, de parler de logement, de parler de problèmes de sécurité ou de problèmes d'accès à certains niveaux de loisirs ou avoir accès aux vacances. Donc, ces actions au centre de santé, ils ont lieu par le café santé mensuel, pas de café hebdomadaire, donc on fait des allées vers le quartier, donc on va trouver les habitants dans le bas du tour, on va se trouver dans le métro, on va se trouver dans la place du conservatoire, ça dépend, on raconte les habitants. On peut faire aussi des porte-paroles, donc qu'est-ce que ça nous fait du bien aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous fait du bien pour la rentrée scolaire, et là on a l'occasion de vraiment se connaître mieux et de savoir les envies des habitants et des patients. Une autre activité collective qui a bien marché dès au début, c'était la marche douce. Du coup, la marche douce, ça veut dire chaque semaine, chaque jeudi, on rencontre les habitants et les patients pour se promener dans le quartier. Et du coup, ça permet vraiment un espace de rencontre. Et tout le professionnel de santé tourne dans cette marche douce. Donc, ça permet de voir le soin aussi autrement, de se rencontrer autrement, mais aussi de connaître le quartier autrement. Donc, il y a des habitants qui n'osent pas aller vers la structure du quartier, même s'il y a une offre de quelque chose. Donc, nous, avec cette marche douce, on le fait découvrir aussi qu'est-ce qu'il existe dans le quartier. Du coup, dans d'autres endroits, on peut avoir des ateliers nutrition, on peut avoir des ateliers d'art-thérapie, on peut avoir café parents. Tous ces espaces-là, ça nous permet vraiment de connaître mieux les habitants, de prendre en compte leurs paroles et de connaître qu'est-ce qu'ils veulent trouver au centre de santé et de connaître qu'est-ce que c'est le centre de santé pour qu'ils puissent s'investir dans cet espace-là. Du coup, comme disait ma collègue Anna Gonzalo, au centre de santé, le conseil d'administration, il y a des patients. Donc la participation, ça peut être dans différents niveaux, l'engagement. Et aujourd'hui, on est à une autre vision également de participation au partenariat. Donc au centre de santé, il y a des axes de co-construire les ateliers avec le patient et de valoriser leur savoir expérientiel. Donc vraiment de valoriser le fait que ces personnes-là, elles ont leur propre savoir, des fois elles connaissent mieux leur corps, et d'être pas dans des postures sachant ou de dominant-dominé, mais vraiment d'être dans une posture de partenariat et de co-construire. Donc cette partie de partenariat, ça se passe par une notion de construire un atelier de prévention de chute avec une patiente qui a construit, on fait toutes les démarches ensemble et ça vient des envies que la patiente peut avoir pour aller vers ces démarches-là. Donc, juste pour le clôture, on est dans un quartier prioritaire de la ville, ça veut dire qu'il y a 40 différentes langues parlées dans le quartier. Et nous, on a une vraie envie de travailler avec la valorisation de ces langues-là parce que ça fait le démarche d'aller vers le soin. Et l'accueil de la langue maternelle, c'est primordial au centre de santé. Donc, on met également l'interprétariat en place pour le soin, mais pour les actions collectives également et pour permettre d'aller vers la participation et l'empowerment. Merci. Et là, ça va être Stéthoscope qui va parler de quoi? Ce qu'on fait au centre de santé. Avec le micro. Bonjour, moi je suis Boris Campos, je suis médecin généraliste au centre de santé Stéthoscope et je laisserai la parole aux collègues après. Mais moi, c'était pour vous dire que un jour, je suis allé à un événement de l'Institut Renaudot sur la santé communautaire et j'en suis revenu avec ce bouquin, ça fait plus de 300 pages et c'est des professionnels du secteur qui travaillent surtout au Canada
qui cherche à définir ce que c'est la santé communautaire. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière ce mot. Et moi, ce qui a particulièrement fait écho, oui, je sais, c'est des citations, mais je serais incapable de dire mieux, c'est par exemple, on refuse que la prise en compte des causes sociales de la maladie mène à une médicalisation accrue des problèmes sociaux. Au contraire, on considère essentiel d'insister sur le fait que plusieurs problèmes de santé trouvent leur racine non seulement dans les conditions de vie, mais plus profondément dans la nature injuste d'un système social fondé sur l'exploitation et la domination. En d'autres termes, on met de l'avant le caractère fondamentalement politique des causes sociales de la maladie. Ou encore, par rapport à cette idée d'empowerment qui est aussi ressortie tout à l'heure, une des définitions qu'ils utilisent, c'est pour eux, il ne s'agit pas simplement de réduire ou de mettre fin à la dépendance des individus à l'égard des professionnels, il s'agit plus profondément de les rendre capables d'agir sur les causes sociopolitiques de la maladie en favorisant l'action collective. Et ça fait partie des phrases que j'ai lues où je me suis dit, ouais, mais grave, en fait, moi j'ai envie de travailler dans un endroit comme ça. Et du coup, ça fait maintenant 6 ans qu'on est sur le projet, 3 ans qu'on a ouvert et 3 ans de pré-projet. Et on a vu un petit reportage sur le Échirol, et ça fait partie des lieux qui nous ont montré que c'était possible aussi en France de monter des structures comme ça, donc ça c'était quelque chose de très important pour nous. Et un endroit où il puisse y avoir des consultations, mais pas que, aussi de la prévention, la promotion de la santé, la coordination entre les différents professionnels, une maîtrise collective de notre outil de travail, l'horizontalité dont elle parlait tout à l'heure. Et simplement pour dire que dans la démarche, en fait, après, il faut évidemment sortir la tête des bouquins et se dire, en pratique, comment on met ça en place. Et en fait, c'est des choses qu'on n'a pas appris au cours de nos différentes études, quels que soient les différents professionnels. Travailler en horizontalité, c'est quelque chose qui s'apprend et qui nécessite aussi un accompagnement extérieur. Déconstruire cette posture de sachant qu'on nous inculque pendant nos études médicales, que la prévention, la place de la prévention aussi dans notre parcours universitaire, en fait, elle est vraiment très, très réduite. Et monter un projet comme ça vis-à-vis des institutions, surtout à l'époque, on passe pour des doux rêveurs, en fait. Il faut réussir à défendre et être crédible auprès des institutions et des financeurs. Et donc, voilà, maintenant ça fait 6 ans, alors on tâtonne, on expérimente, et en essayant de garder ce cap, et ça commence dès l'accueil. Bonjour, donc moi je suis Marilyn, accueillante médiatrice en santé. Donc c'est vrai que quand on a écrit le projet de santé, on savait que la médiation serait un axe important dans le parcours de soins et qu'il démarre dès l'accueil. Donc avec un accueil inconditionnel, avec une posture de non-jugement, avec une écoute sincère et honnête. Et donc, oui, voilà. Donc, dès que les patientes franchissent la porte, l'idée, c'est de créer du lien, de favoriser les échanges et l'envie de se confier, en réalité. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Je propose aussi. Alors, moi, je suis dans le pôle accueil. On est 3 maintenant. On est 3 dans le pôle accueil. Et je suis la seule à être formée. Alors j'ai eu une formation proposée par la Place Santé à Saint-Denis, qui est une formation de quelques jours, parce il existe aussi un diplôme universitaire. Donc voilà, pour un petit peu améliorer ma posture, faire en sorte d'être la plus adaptée possible, parce que c'est vrai que ça peut aussi parfois, on peut glisser parfois vers c'est une posture qui est parfois pas très très facile à tenir voilà. Je suis désolée, je suis un peu gênée. Oui, c'est ça, pardon. En fait, je suis une médiatrice qu'on dit pair, parce que je suis issue d'un quartier, parce que je suis issue d'un milieu social défavorisé. Donc on voulait aussi que ce soit ça qui soit proposé au centre de santé. Et donc je propose des entretiens individuels. La médiation donc se fait, donc comme je disais, dès l'accueil. Je propose des entretiens individuels, et puis il y a des temps collectifs
Donc voilà, donc je transmets à Chloé. Ouais. Enid a déjà pas mal parlé des ateliers collectifs. C'est vrai qu'on s'inspire entre centres de santé. Les centres de santé communautaires bretons se rencontrent depuis 2 ans et demi. Et il y a un réseau national qui est en train de se monter avec tous les centres de santé communautaires français. Voilà. C'est pas évident parce qu'on on n'avait pas vraiment d'angle d'attaque, donc c'est très large ce qu'on fait. On pourrait parler des heures de l'autogestion, on pourrait parler des heures de la participation, de l'implication des personnes. On a vu dans les photos défiler, on pratique nous aussi les porteurs de parole. Et nous, on a pu en installer à l'accueil, en fait, avec l'envie d'ouvrir très simplement des espaces d'échange, de discussion, de libérer la parole à celles et ceux à qui on la donne trop peu, ou qu'on n'entend pas, ou qu'on ne veut pas écouter. Voilà, avec une approche très simple. Et donc, nous, on a fait... travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, ça change quoi? Parce qu'on voulait vraiment, c'était important pour nous de souligner le lien entre la santé et cette réforme des retraites. Et puis, sur l'égalité homme-femme, j'en pense quoi? Voilà, donc il y a un des porteurs de parole qui est affiché sur notre stand là-bas. C'est vrai que notre organisation, en fait, nous permet de pouvoir prendre... plusieurs casquettes. Moi, je ne me suis pas présentée, mais je suis coordinatrice administrative et financière. Et je fais aussi un petit peu d'accueil. J'aime bien aller aussi juste me balader à l'accueil pour échanger avec les personnes. Chaque professionnel a 25 heures en fait, de consultation, de cœur de métier, et 10 heures qui sont dédiées à la gestion de la structure ou à la construction d'ateliers. Voilà, donc on incite en tout cas tous les professionnels à proposer du collectif. Voilà, on a un café une fois par mois qui s'appelle le Café Di. On a mis aussi en place un programme d'éducation thérapeutique qu'on a renommé Mon Parcours Santé, puisqu'on se rend compte que c'est pas forcément trop accessible. Et l'idée, c'est de parler de la santé au sens large et d'avoir une boîte à outils avec des propositions que les personnes ne connaissent parfois pas du tout, comme de la sophrologie, ou on va aussi parler dans ces ateliers d'alimentation, des émotions, etc. Et on se rend compte que finalement, je pense que la plus-value de ces ateliers-là, c'est que on les propose à des personnes certaines personnes qui y participent sont très isolées, et on se rend compte qu'elles se mobiliseraient pas forcément dans un autre cadre, qu'elles n'oseraient pas forcément aller sortir de chez elles dans des groupes sans la présence de personnes, soit qu'elles ont rencontrées au centre de santé qu'on accompagne, ou de nous en tant que professionnels. Ouais, on voulait plutôt vous proposer maintenant un temps d'échange. Voilà, donc on va faire tourner le micro, c'est un peu plus subtil que ça. Ouais, je te laisse. Oui, c'est juste pour les questions, là aussi, on voulait vous proposer un petit moment pendant 3 minutes de réflexion, éventuellement à 2 ou 3 avec vos voisins, voisines. Et pour vous noter des questions autour des sujets qu'on a pu aborder ou des choses qu'on n'a pas pu aborder. Donc si on reprend un peu à la fois ce qu'on a vu au tout début en brainstorming, et puis un peu là sur les propos qui ont été tenus, s'il y a des choses qui sont pas claires, voilà. Et puis aussi sur l'aspect un peu, qu'est-ce qui vous a heurté, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé là-dedans, dans cette présentation-là ou dans ce qui est proposé. Et puis voilà, s'il y a besoin de précision, je peux préciser que je m'appelle Nicolas et que je suis coordinateur. Enfin, j'ai une poste de coordination, je crois que je ne suis pas présenté, donc ça permet de répondre à la demande aussi. Voilà. Est-ce qu'on se prend 3 minutes? Et puis vous pouvez discuter entre vous si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais
mais si vous le souhaitez. Et puis après, on enchaîne sur les questions. Les questions, on les prendra par 3 aussi. Et comme ça on pourra y répondre collectivement. À noter qu'il y aura peut-être des frustrations, mais s'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser, c'est pas grave. Il y a un stand ou des stands sur lesquels on pourra discuter et prolonger les échanges. Ok, j'ai commencé le temps. Oh, c'est bien. Donc là, ok. J'ai pas parlé du coup du quartier. Non mais moi non plus, hein. Moi j'ai pas parlé. On a réponse aux questions, on pourra peut-être poser des questions. Oui. Tu disais du coup il y a un DU de médiateur en santé. Ah, je savais pas. Il y a un DU de. Ouais. Il y a un DU, ouais. Paris. D'accord. Ah non, je crois que c'était Paris, moi. J'avais lu à l'époque où on n'avait pas encore ouvert les possibilités de se former et le DU, moi, il m'était pas accessible. Mais en fait, c'était pas un master ou une licence, un truc ah comme ouais. ça. C'est pas à Rennes qu'ils ont ouvert un truc aussi, là où il y a Bon, l'école après, de là, santé ça devient publique. tellement à la mode, la médiation. Que ça Ah oui, moi je te parle de ça il y a au moins 5 ans. Ok. Non mais je suis étonné, j'ai C'était qu'il y a eu un DU 2021, en il fait. y a 1 an et demi. Ouais, C'est important qu'il y ait un module qui soit dans la politique. Tu veux les 3 centres de santé qui soient Représentés, bah oui. Toi t'as pas parlé. Et les filles, ah ouais, elles restent là-bas. Tu veux parler de nos questions? Je sais pas. On a le droit. Et voilà, moi je me dis, nous en tout cas en interne, ceux qui seront les plus à même à répondre vont s'emparer de hein. Moi, je vais prendre en note les petites questions. Non, Boris, si c'est une question ciblée sur la médiation et que voilà, tu vois, peut-être on se aussi, regarde quoi, on se check. Bah ouais, peut-être on peut laisser un peu plus de temps. Je pense qu'il ouais, si tu le sens, ouais. Ça discute. Ouais. Oui, on a été un peu vite peut-être au début, tu disais ça. Sur le brainstorming, peut-être un peu. Je pense que moi j'avais du stress, je pense, et donc du coup il y avait un truc genre. Moi aussi. t'as pas atteint mon niveau de stress. Hein. Je me suis dit, faut pas que je m'étale sur la synthèse, faut pas qu'on s'étale sur la synthèse du truc. Et du coup, finalement, on est passé. Non, mais c'est moi aussi. Non, pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Ah non, ouais, pas du tout. Ah non, du tout. Ah non, je n'étais pas dès le départ. Et puis à un moment, tu perds le fil et puis bah voilà. Ça fait des C'est rigolo, hein. C'est des fou, revivals, hein. mais là. Ouais, le truc où tu réalises en fait. Là, on connaît rien, on connaît pas la Regarde, couleur des réalise. sièges. Exact. Poser un truc, quoi. Comment Ça on fait fait 3 ça? Comment minutes, on est-ce fait qu'on pour pas les laisse faire ça? C'est un exercice, il existe un exercice. Je suis. Vous notez les questions si. Quelle centrale vous préférez? On va faire un défilé. Tu vas noter les questions, on répond pas au fil de l'eau? Bah, on en prend. Ça va? Ah, c'est ce qu'il dit, j'ai pas compris. Ah ouais, ça marche. Sinon, on peut se regrouper aussi. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est pas grave. Ça va marcher. Ça marche ou pas? Ils sont allumés. Ouais. On va commencer à écouter vos questions. Du coup, il y a Gabriel et Nicolas qui vont être avec les micros sur le côté de la salle et n'hésitez pas à commencer à nous poser vos questions. Sauf si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Il y a une première question là, une autre là-bas, au fond. Bah, allez-y. Bonjour.
D'abord, merci parce que c'était hyper inspirant et on se demande pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en place. Et on voit bien qu'il faut quand même 3 ans pour commencer à créer quelque chose. Donc, merci. Et moi, je me posais la question sur l'horizontalité. En fait, 2 questions. Comment vous faites pour amener les publics à participer? Parce que souvent, c'est quand même pas évident. Alors, d'autant plus quand c'est des structures qui existent déjà sans ce fonctionnement-là. Et puis, il y en a une d'entre vous qui a dit qu'elle était coordinatrice. Mais alors, du coup, je voudrais comprendre comment ça fonctionne. J'imagine qu'il y a une forme de répartition des tâches parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ça. Merci. Ah, d'accord, je pensais qu'il répondait. D'accord. Bonjour. Du coup, moi, c'était plus concernant la mise en place en fait de ces centres communautaires. J'ai pas bien perçu comment c'était financé. Est-ce que c'est comment plutôt vous qui vous mobilisez entre vous et qui après du coup vous sollicitez des financements, ou est-ce que c'est plutôt dans le sens inverse, vous répondez à des appels à projets? Et aussi en termes de fonctionnement au quotidien, alors j'ai bien perçu tout ce que vous mettiez en avant, mais plus dans le rôle de chacun, par exemple le rôle des médecins, est-ce qu'ils prescrivent, est-ce qu'ils sont médecins traitants, aussi des personnes que vous recevez dans ces centres, ou est-ce que c'est vraiment aiguiller les personnes, les recevoir et les ouvrir plutôt vers l'extérieur? Voilà. En fait, moi, c'était aussi par rapport au fonctionnement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des permanences dans des locaux? Est-ce que vous faites des soins, des pansements, vraiment des soins et des consultations médicales? Est-ce que c'est avec rendez-vous? C'est un rendez-vous pour des personnes qui sont un médecin traitant, pour des personnes qui n'ont pas de médecin traitant? Et la médiation en santé, est-ce que... les médiateurs en santé, qu'est-ce que c'est exactement le rôle d'un médiateur en santé? Je me permets? On fait le tour en fait avec le fil, c'est n'importe quoi. Vous avez... Bon. Sur la question médecin traitant, je vais partir, mais en fait c'est la structure qui est médecin traitant. On pourrait presque dire c'est un centre de santé médecin traitant ou structure médecin traitant, qu'à Hennebont, au stéthoscope, il y a 1500 personnes qui sont suivies au centre de santé et elles sont déclarées médecins traitants, mais après ça leur donne accès aux différents professionnels. En tout cas, nous on a fait ce choix-là, qu'il faut être suivi par la structure pour aussi pouvoir être suivi par l'orthophoniste ou le psychologue ou l'infirmier de santé publique, etc. Oui, c'est ça. Au Blonde aussi, il y a une patientèle, une file active de 1200 patients, 1300 patients maintenant. 1800. 1800. Carrément. File active. File active. Et donc, on propose quand même aux personnes d'avoir un médecin qui les connaît plus, pour les choses qui ne sont pas urgentes. Et après, il y a quand même des créneaux d'urgence pour essayer de répondre un petit peu aux demandes du quotidien. Et donc ça, un patient peut être amené à consulter les 5 différents médecins du centre de santé, mais pour autant revenir pour une question précise, pour tirer un petit peu les fils de son histoire avec une même personne. Et puis après, nous ne faisons pas de pansement. L'infirmier Azalée, il participe du coup au dispositif Azalée qui est au niveau national. Donc il travaille au niveau de l'éducation thérapeutique, nous parler des maladies chroniques. Voilà, quand on annonce un diabète, une maladie cœliaque, on prend le temps en consultation, mais après c'est intéressant pour les gens de venir parler plus longuement de ce qu'ils savent de cette maladie, etc. Et puis il y a du coup Eni, avec la médiation, qui va les aider aussi en entretien individuel pour la prise des rendez-vous à l'extérieur, pour aller carrément en personne avec certaines patients pour qui ça peut être compliqué d'aller pour les premiers rendez-vous chez les spécialistes, pour au laboratoire, plein de choses assez variées, on pourrait en parler. Et aussi, du coup, la psychologue qui peut recevoir les personnes en individuel. Et il y a la sage-femme aussi qui reçoit, du coup, en atelier
individuelles ou collectives pour les préparations à la naissance, pour les ateliers d'aide à la parentalité. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du quotidien. Et il y a aussi, j'oublie quelqu'un, non? Il y a l'orthophoniste, donc juste pour revenir un peu sur la diagnostic communautaire, ça a amené d'avoir les équipes, c'était solliciter aussi les habitants, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver dans le centre de santé. Donc il avait le manque en fait, voilà, l'équipe ça a été composée également aussi par rapport à ce diagnostic communautaire. Donc il y a l'orthophoniste, sollicitation pour une psychologue, médiation en santé, 2 personnes à l'accueil. On est en équipe de 14 professionnels de santé, on est tous salariés de l'association. Et on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc ça veut dire chaque mardi matin, on a nos réunions d'équipe, on parle de situations, on peut parler également de gestion de la structure. Donc moi, peut-être je vais parler aussi également de la médiation en santé. La question c'est quoi la médiation en santé dans le centre de santé communautaire? Mais qu'est-ce qu'on porte en tant qu'équipe? Un projet de santé, c'était de réduire les inégalités sociales en santé. Sur cette version-là, la médiation en santé joue un rôle assez important, soit par le biais de rendez-vous individuels pour voir un peu c'est quoi la barrière de la personne pour l'accès aux soins, soit par le biais des actions collectives par la prévention et la promotion de la santé, ou un troisième axe, c'est l'aller vers. Donc l'aller vers, ça peut se faire vers les habitants. Donc notamment, la dernière expérience, un rendez-vous individuel, un habitant qui ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas fait une prise de sang. Donc le blocage, c'était qu'il avait peur de faire ça. Le laboratoire, il existait dans le quartier, il n'osait pas aller le faire. Donc il a fallu un accompagnement pour vraiment débloquer sa situation, parce que même s'il avait l'ordonnance, ça ne se faisait pas. Donc même si le médecin il lui a donné 30 fois la même ordonnance, il n'allait pas oser faire la prise de sang. Donc vraiment de repérer les éléments que ça fait que la personne elle peut avoir une rupture aussi dans le parcours de soins et intervenir dans ces difficultés. Donc, un peu la médiation en santé, on peut trouver de différents profils de personnes. Moi, j'ai un profil de professionnel, donc je suis issu d'une formation de travail social, mais on peut trouver derrière le métier de profil de médiateur en santé, on peut trouver des sages-femmes, des infirmiers, et de médiateurs en santé père. Ça dépend de l'équipe, comment il se construit. Chaque équipe et chaque projet de centre de santé communautaire, il a eu sa propre dynamique et ses propres besoins qui leur répondent. C'est un tout nouveau métier aussi. C'est un tout nouveau métier, la médiation en santé insufflée par l'ARS. La médiation sociale, elle existe depuis que les civilisations existent, mais voilà, la médiation en santé, c'est nouveau. J'enchaîne sur les métiers, le métier de coordinatrice ou de coordinateur. D'ailleurs, les premières structures qui ont ouvert, c'était plutôt des coordinateurs en poste. On est parmi le Blône et Stéto, là, c'est nouveau qu'il y ait des coordinatrices en poste. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que je faisais plutôt un métier de gestionnaire que de coordinatrice, puisque maintenant, on est 2 et du coup, on a un peu plus de temps pour faire de la coordination. Mais l'autogestion fait que, en fait, les besoins... déjà, on pourrait essayer de définir ensemble ce qu'on met derrière coordination. Selon les structures, ça pourrait prendre des formes assez différentes. Et oui, l'autogestion fait que chaque professionnel, en fait, se coordonne. Et en plus, là, on va vers une organisation de plus en plus par pôle, avec un pôle accueil, un pôle médical, qui fait qu'il va y avoir des différentes échelles en fait, de coordination. Et d'ailleurs, on remarque que selon les pôles et les cœurs de métier, c'est plus ou moins facile en fait, de s'autonomiser et de s'autogérer. Après, en fait, on a une réunion chaque semaine le mardi matin. Ça s'appelle le comité de gestion. Et donc là, on voit tous les aspects qui touchent à la gestion de la structure et aux projets aussi qu'on souhaite développer. Donc ça, c'est une réunion qui nous permet de nous coordonner et à l'issue de laquelle on se répartit aussi le travail. En plus de ça, chaque professionnel a des mandats
Voilà. Et on a une autre réunion le jeudi après-midi pendant 2 heures, le staff qui concerne le suivi des situations complexes. Et là, toute l'équipe est réunie aussi à ce moment-là. Voilà, nous en tant que coordinatrice, nos missions en fait elles évoluent avec la vie de la structure. En ce moment, c'est nous qui préparons et qui animons partiellement les comités de gestion. Et on a aussi un rôle d'essayer d'organiser ce travail et de planifier en fait les différents chantiers, les différents projets. On a un boulot aussi de veille et puis on a tout le lien avec l'extérieur, avec les partenaires, mais ça c'est pareil, ça peut évoluer. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au départ quand je suis arrivée parce qu'on était 5 et maintenant c'est pris en charge par d'autres professionnels. Notre travailleuse sociale fait de la coordination avec l'extérieur, voilà. Mais il y a du boulot de structuration encore. Et voilà, et on a aussi la partie RH. Finalement, à la coordination, on a beaucoup de missions d'une direction, mais on ne nous appelle pas directrice parce qu'il n'y a pas de lien de subordination avec nos collègues et qu'on est en horizontalité. Mais on a toute la partie RH aussi à gérer, ce qui fait qu'on est... on peut être aussi interpellé en fait sur les problématiques que rencontrent les collègues. On est un peu aussi le lieu de dépose. C'est parce qu'on était nanas, je pense. Je pense que mes collègues coordinateurs font peut-être moins ça que nous. Je provoque. Et juste parce que s'était posé la question, est-ce qu'on fait des dépassements d'honoraires sur les actes? Donc le centre de santé communautaire, on pratique le tiers payant intégral. Donc ça veut dire que la personne, dès qu'il arrive à l'accueil, dès qu'il a ses droits ouverts, il n'avance pas, il n'a pas d'avancement de frais. Et on est secteur 1, donc on ne pratique pas du tout le dépassement d'honoraires. Et même quand on accompagne les personnes à l'extérieur pour trouver de la dévo, on essaie de prendre ça en compte et amener les personnes vers de spécialistes qui ils sont accessibles au niveau de leurs droits et ne le mettent pas en difficulté. Donc ce sont de subtilités à prendre en compte pour que la personne ne renonce pas au niveau du soin. Ouais, ça fait le lien avec la question sur le financement et le modèle budgétaire des centres de santé. Je peux commencer et Chloé, tu me compléteras. Les centres de santé sont financés d'abord par les actes qui sont payés par la sécurité sociale pour les professionnels médicaux, les kinés, les sages-femmes. Ensuite, ils ont aussi des subventions, notamment par l'accord national des subventions de la sécurité sociale à tous les centres de santé. Il y a aussi d'autres subventions selon là où est implanté le centre de santé, donc soit dans des quartiers prioritaires de la ville, soit dans des zones d'intervention prioritaire en campagne, des subventions qui sont données par l'ARS. Il y a il y a le SECPA aussi qui finance la majorité des centres de santé qui sont ouverts, des centres de santé communautaires. Le SECPA vient d'une expérimentation de l'article 51 qui permet de voir s'ils peuvent financer certains professionnels de ces centres de santé communautaires, comme les travailleurs sociaux ou bien les médiateurs, les psys et l'interprétariat. Oui. Voilà, complètement. Oui. Non, mais c'est ça. Ouais, je pense que effectivement, SECPA, là, ça nous a donné un bol d'air financier. Nous, ça fait depuis mars de l'année dernière qu'on est rentré dedans. C'est une expérimentation et ça, du coup, ça a aussi beaucoup mis en lumière nos structures. Là. SECPA, ça veut dire structure d'exercice coordonné participatif. Donc il y a à la fois des centres de santé et des maisons de santé. Mais c'est important de rappeler que SECPA est né vraiment du plaidoyer et du lobbying des centres de santé communautaires les plus anciens, la case, le village, le château, la place.
qui ont bataillé pour faire reconnaître nos modes d'exercice et pour avoir un mode de financement qui correspond à nos besoins et qui du coup effectivement permet de financer des postes du temps humain. Voilà, donc nous ça nous a permis d'ouvrir, de financer 5 postes là sur la structure, et c'est en expérimentation jusqu'à la fin de l'année avec sûrement une année supplémentaire, et a priori une entrée dans le droit commun, mais voilà, avec une enveloppe en fait allouée à chaque centre qui reste incertaine, et voilà, et c'est important de faire valoir aussi qu'on travaille vraiment différemment des MSP, notamment dans notre organisation de travail, voilà. Et ouais. Ah oui. Est-ce qu'on a bien répondu à toutes les questions? Comment vous allez chercher les gens? Ouais. S'il y a des frustrations sur les questions qui n'auraient pas été, comment dire, auxquelles les réponses ne seraient pas suffisamment complètes à vos yeux, n'hésitez pas à revenir nous voir sur les stands. On prend 3 questions? Bonjour, je vous entendais parler d'interprétariat tout à l'heure, donc est-ce que vous pourriez développer comment vous faites avec les personnes allophones? Et je suis désolée, peut-être que je trie, j'ai une autre question, c'est pour les personnes qui n'ont pas de droit de santé. Comment faites-vous? Bonjour. Dans un contexte de pénurie dans l'accès à des praticiens, notamment spécialistes, j'imagine que qui dit centre de santé communautaire dit inconditionnalité, mais est-ce que cette pénurie fait que vous êtes submergé de demandes qui seraient peut-être hors de propos pour un centre de santé communautaire, des personnes qui n'auraient pas de difficulté d'accès, enfin limité en tout cas, et qui viendraient au centre de santé communautaire pour profiter d'un stock de praticiens, désolé pour le terme, facile d'accès. Est-ce que vous mettez des filtres, même si j'imagine que c'est un peu antinomique? Je ne sais pas si la question est très claire, mais voilà, comment vous gérez les 1200 et quelques, sinon plus, patients qui pourraient vous solliciter? Est-ce qu'on va avec une 3e personne pour une 4e question? Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on enchaîne. Alors sur la question des patients allophones, bah oui, on fait beaucoup d'efforts pour proposer des soins avec des interprètes professionnels. Je serais qu'on essaie d'éviter qu'il y ait des personnes de la famille qui viennent traduire, parce que c'est souvent les cas, voilà, les plus grands enfants de la famille qui va se proposer pour traduire, ou voilà, mais ça nous semble plus compliqué voilà, d'établir une relation un petit peu honnête où on peut tout se dire. Et donc voilà, on propose facilement de l'interprétariat professionnel, et ça donne des belles consultations où les gens réussissent à nous raconter voilà, des parcours de vie qui n'arriveraient pas autrement, et on ne rentrerait pas un peu dans les détails des vrais problèmes en fait, et qui créent beaucoup d'errance aussi sur le plan médical. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, alors nous on travaille beaucoup avec les interprètes du pôle interprétariat du Resolu EU en présentiel, et puis autrement on fait appel du coup à des interprètes par téléphone, ce qui est moins satisfaisant, mais parfois c'est bien quand même. Et alors sur les personnes sans droit, nous on n'avons pas des financements spécifiques pour ça. On travaille comme tous les médecins libéraux des villes. Et parfois ça peut nous arriver pour des périodes où les patients n'ont plus de droit de mettre des facturations en attente, et du coup d'attendre que les dossiers avancent un petit peu avec les médiatrices ou avec les CAS, ou voilà, pour du coup pouvoir facturer une fois que la personne a de nouveau des droits, mais nous n'avons pas de financement spécifique pour recevoir des patients sans droit. Je viens, qu'est-ce qu'elle dit, Anna Gonzalo. C'était vrai que les personnes sans droit, l'idée que quand il arrive au centre de santé, qu'il va pouvoir trouver une solution quand même, donc il va être orienté vers des structures de proximité ou ailleurs pour faire cette démarche-là. Donc l'idée que la personne, dès qu'il arrive au centre de santé, même s'il ne peut pas être
à ce moment-là accueilli parce qu'il n'a pas de droit, il va être quand même orienté vers les structures qui peuvent l'accueillir pour faire la démarche d'ouverture de droit. Ça peut être soit la CPM, soit la PAS. Donc, nous, au Blon, on a la chance d'avoir le réseau Guillou, qui est de proximité pour les démarches, pour l'interprétariat, mais d'autres démarches également, mais aussi la PAS qui est délocalisée, donc elle est 2 jours par semaine au réseau Guillou. Donc cette notion de proximité, ça nous facilite beaucoup la tâche, et du coup le fait qu'on trouve des réponses dans le quartier pour les personnes qui ne sont pas habituées à sortir du quartier. Donc le quartier forcément ça devient une ville, donc c'est tout le problématique des personnes pour nous accompagner extérieurs et de trouver de réponses ailleurs. Voilà. Donc la volonté du centre de santé communautaire, c'est aussi d'accueillir la personne et de l'orienter vers la réponse, même si nous, on ne peut pas répondre à ce moment-là, à sa besoin de la personne. Au médecin traitant. Oui. En fait, effectivement, dès le diagnostic, on savait qu'on allait être saturé en termes de demande de médecins traitants. Et donc, on a fait le choix de bloquer autour de 1500. Et maintenant, on a une sorte de commission médecin traitant qui, toutes les semaines, se réunit, parce qu'en fait, on a des demandes tous les jours, médecin traitant. Et sur critères de vulnérabilité, souvent, c'est quand c'est des partenaires qui nous les orientent. On prend encore certaines personnes comme médecin traitant dans la structure. Mais après, on est conscient que de toute façon, même si on disait oui à toutes les personnes qui souhaitaient être suivies, on ne pourrait pas pallier à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et qui découle de choix politiques faits il y a plusieurs années et qui nous dépassent. Donc, et oui. Et en fait, il y a, si on veut assurer la qualité du suivi tel qu'on l'envisage, en fait, on est obligé de limiter, ne serait-ce que pour assurer les réponses aux demandes de rendez-vous urgents. On est obligé de limiter le nombre de personnes qu'on peut suivre. Et avec des temps de consultation qui sont régulièrement plus longs, qui débordent, ouais. Si la question était est-ce qu'on peut résorber les manques des professionnels et spécialistes, non, on ne pourra pas, c'est sûr. Et c'est sûr qu'on se retrouve à faire beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas spécifiquement formé. Notamment en psychiatrie. Donc, les grands tournants vers l'ambulatoire va être complexe. Mais, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question là-haut. J'en profite, on recherche un 4e médecin généraliste à partir de l'été 2024. Voilà. Je peux répondre à une question. C'était une question par rapport à comment on cherche les jeunes, c'est ça? Du coup, en fait, les gens, le structure de santé communautaire, il a eu un diagnostic communautaire. Donc, ça veut dire que déjà, il a eu un travail de l'équipe pré-projet avec le professionnels de santé du quartier, les habitants. Donc déjà, il a vu en amont un travail et le projet il était tellement attendu que dès qu'on était ouvert, donc on accueillait les personnes qui étaient sans médecin traitant dans une zone qu'on avait repérée, une zone géographique du quartier. Donc voilà, les personnes, ils arrivent parce qu'ils ne sont pas un médecin traitant dans le quartier. Donc on répond d'une zone de quartier et on répond à ce besoin-là. Donc les jeunes, à la fois, ils viennent par les professionnels de santé, par les associations, par le biais d'aller vers, parce qu'ils sont tellement éloignés du système de soins et de santé qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps de l'amener vers le soin. Donc il y a de différentes manières à faire, mais ça s'articule normalement, on est bien repéré. Ouais, l'idée, en tout cas, c'est de s'adapter aux problématiques de santé qu'on retrouve sur le territoire. En fait, ça m'a échappé. On va peut-être conclure, parce que c'est la fin de la conférence. Merci d'avoir participé, merci d'avoir posé vos questions. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir au niveau des stands de stéthoscope du centre de santé du Blône et de l'atelier en santé. On continuera à répondre à vos questions s'il y a plein de frustrations. Voilà, merci. Merci à la technique aussi. Je ne sais pas ton prénom, mais merci.